Voilà, on vous montre, regardez ceci, voilà, ça visite Dubaï. Alors tu as ton quiz qui est prêt ou je peux... Oui, c'est comme tu veux. Ah bah super, parce que le quiz des influenceurs, quel influenceur y était, où ils sont encore, et ben c'est parti. On va tester vos connaissances. Alors première photo, qui est cette personne? Attends, je me rapproche de mon autre écran parce que toi là tu je vois connais mieux. Vince? Non, ça me dit rien. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les commentaires? Est-ce que les gens savent qui c'est? Je sais pas, le temps qu'ils arrivent, ça risque d'être un peu long, parce qu'on a un décalage de 45 secondes, hein, sachez-le. J'arrive pas à voir qui c'est. Elle est belle, hein? Elle est jolie, ouais, bien sûr. Il s'agit de Paola Locatelli. Ça me dit quelque chose, Locatelli. Ben voilà, c'est D'accord, ok. On va faire un petit truc, dites-nous vite Donc fait. elle était là, ok, super. Allez, dites-nous, montre-moi les photos. Ça, c'est qui? Tu connais ou pas? Ça c'est de la télé-réalité, ça sent la télé-réalité. Moi je m'y connais pas en influenceur télé-réalité, je te jure, je suis éclaté là-dedans. C'est la famille Garcia. Regarde comme ils sont beaux. Et la famille Garcia, c'est Et Garcia. moi, je peux pas te dire sur ces... Attends, c'est quel Garcia? Mais c'est pas Garcia, Gabriel Ah ok, Garcia parce qu'elle Marquez. ressemble. Ok, pardon. Alors qui est-ce? Je sais pas. C'est la famille Tonti. Et on est largués, c'est qui? Dites-nous là dans les commentaires, Putain, je dites-nous. suis éclaté. La famille Garcia, c'est quoi? C'est les Marseillais? C'est des Marseillais certainement. La famille Tanti, c'est qui? Ils sont beaux, franchement, quelle belle photo. Ouais. Allez, une autre photo. Bon, alors ça, tu sais. Non, je te jure, je sais pas. Bah, c'est pas possible. Je te jure, je sais pas. Mais Je te c'est jure, je sais pas. Jazz et Laurent. Ah ok, c'est ça leur tête. Je les connais de nom, mais je C'est les regarde Family. pas. D'accord, c'est eux qui sont bagarrés là. Alors elle, en fait, oui. Bon, ça fait longtemps qu'elle s'est installée à Dubaï. Récemment, elle a eu un petit Ouais, c'est elle. petite crise de nerfs en disant voilà, je quitte les réseaux parce que les gens sont trop méchants, etc. Et puis bon, elle est Jazz, voilà. revenue en disant je suis obligée quand même parce que j'ai des contrats avec certaines marques, etc. C'est mon travail. Elle l'a dit de manière très honnête. Et donc voilà, elle est revenue sur les réseaux de Dubaï. Il y a eu plein de polémiques avec elle. Ils sont ouh, qui est cette personne? Je sais pas. C'est Léana, voilà, c'est Léana. Ok. Ensuite, oh, Ah bah ok, elle je la reconnais, c'est Nabila. Voilà, c'est bon. à gauche et à gauche. droite. À droite, je sais pas. Ah, ces trucs. On en a parlé dans l'émission. Ah Léna. Léna Situation. Oui, waouh, excellent. Merci, c'est gentil. C'est notre préférée, on l'adore. Léna Mafouf, elle est géniale. Oh, Oh, tu Lina la connais Mayem. aussi, Lina Mayem qui passe un petit séjour à Dubaï. Au Ensuite, pas mal. Je sais pas, c'est qui? Bah, c'est Maëva Guénam, on en avait parlé même avec Gabriel Garcia. Ok, bah en fait, putain, c'est incroyable. Mais en tout cas, ils sont rapides hein, sur le chat, hein, ils sont efficaces quand même. Hein. On a un peu ça en décalage. Bon, alors c'est cool. Il y a eu toute une vague de promos puisque j'ai vu que j'avais des potes influenceurs qui sont partis là-bas et qui ont été invités, tout frais payé, etc. par Visite Dubaï. Donc c'est mignon. On a l'impression qu'il y a vraiment une com assez incroyable de la part de la ville de Dubaï pour récupérer des touristes et donc forcément, vous voyez tout le monde qui y est et alors ça amène les influenceurs, ça donne envie aux gens d'y aller. Bref, je pense qu'on a tous compris que Dubaï c'est cool, c'est excellent, c'est un truc de dingue. À l'origine, un petit village de tribus nomades, devenu une gigantesque cité dorée, un mirage qui attire les immigrés. 80% de la population est composée de travailleurs indiens, pakistanais, bangladeshis, chinois, philippins, sri-lankais, afghans, syriens ou yéménites. Depuis les années 1970, grâce à la manne pétrolière, l'émirat connaît un essor sans précédent. La folie des grandeurs s'empare du désert. La ville se transforme en Disneyland, en or massif, attirant les nouvelles fortunes du Proche-Orient. Dubaï défie les dieux. Elle construit sur la mer et se met à rêver de superstructures qu'on verra de la Lune. Paradis pour les architectes du monde entier qui rivalisent d'extravagance, la ville concentre jusqu'à 25% des grues du monde. Un gigantesque chantier à faire pâlir de jalousie les pharaons bâtisseurs de pyramides. L'hôtel Burj Al Arab brille de 7 étoiles. Et nouveau phare de la ville, le Burj Dubai Tower, 830 mètres, est le plus haut bâtiment du monde. New York connaît le krach boursier de 1929, alors qu'elle se couvre de gratte-ciel dont le célèbre Empire State Building. Kuala Lumpur en Malaisie est victime de la crise économique alors qu'elle construit les tours Petronas. En se lançant à l'assaut du ciel, Dubaï doit-elle craindre les foudres divines? Une sorte de syndrome de Babel. Le Qatar se trouve dans la péninsule arabique, sur la côte du golfe Persique, et il a pour voisins Bahreïn, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran sur l'autre rive du golfe Persique. C'est un territoire désertique de 11 627 km², soit à peu près la superficie de l'île de France. Le pays compte 2 334 000 habitants et Doha, la capitale, accueille à elle seule près de la moitié des habitants du pays.
Et cette population présente deux particularités. D'abord, avec 3 hommes pour une femme, c'est l'un des sex ratios les plus déséquilibrés au monde. Ensuite, sur l'ensemble de la population vivant au Qatar, on ne compte que 12% de citoyens qataris pour 88% de non-citoyens. Car au total, 63 nationalités vivent au Qatar. Plus de la moitié de la population vient du sous-continent indien, majoritairement des Indiens, des Népalais, des Bangladais. 13% viennent du monde arabe, surtout d'Égypte, et 11% d'Asie orientale, principalement des Philippines. Donc de nombreux immigrés vivent dans ce pays, aride, peu peuplé, et cela date du milieu du XXe siècle et les débuts de la production pétrolière à grande échelle. Vous voyez ici le gisement de Dukran, sur la côte ouest de la péninsule. Découvert en 1939, il n'est en fait exploité que 10 ans plus tard, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Qatar est alors un protectorat britannique, tout comme les 8 autres émirats du Golfe. Et le pouvoir est détenu par la famille Al Thani depuis le XIXe siècle. En 1971, les Britanniques abandonnent leur protectorat sur les 9 émirats du Golfe, ces derniers tentent alors de s'unir en une fédération des Émirats arabes unis, mais le Qatar et Bahreïn renoncent à entrer dans la fédération. Ce sont donc finalement 3 États, et non pas un seul, qui accèdent à l'indépendance: Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis. En 1974, le Qatar indépendant prend le contrôle total des sociétés pétrolières étrangères implantées sur son territoire, ce qui va former le premier élément de la puissance du pays. Aujourd'hui, le Qatar est le premier producteur mondial de GNL et il fournit un tiers du commerce mondial. En 2013, l'Europe absorbait 22% des exportations de GNL qatari, l'Asie 71%, les principaux clients du Qatar étant le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la Chine et Taïwan. Et avec l'augmentation rapide de la production gazière et un prix élevé du gaz, le PIB du Qatar a doublé entre 2009 et 2014. L'Arabie Saoudite est un pays de la péninsule arabique dont elle occupe 80% de la superficie. C'est une monarchie absolue dirigée par la famille des Saoud et fondée en 1932 par le fondateur de la dynastie Ibn Saoud. Le pays abrite presque 30 millions d'habitants, répartis dans quelques grands pôles, autour de Riyad, la capitale, de Médine, de La Mecque et Djeddah, et sur la côte est. Quelques pôles moyens sont répartis sur le territoire, mais sinon une grande partie est désertique et presque inhabitée. Son IDH est de 0,853, c'est élevé, et la population est musulmane, sunnite à 85-90% et chiite à 10-15%. Les chiites sont pour beaucoup situés dans l'est du pays, où se trouvent la plupart des réserves pétrolières. Et justement, l'économie saoudienne est essentiellement basée sur la production de pétrole, et c'est un très gros producteur. Voici sur ce graphique les 7 plus gros producteurs de pétrole brut entre 2000 et 2016. L'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis forment le trio de tête, et les Saoudiens vendent environ les 2 tiers du pétrole qui les extrait. C'est 17% du pétrole mondial exporté. Et voici sur cette carte les principales zones d'exploitation pétrolière saoudienne ainsi que les principaux différents pipelines qui permettent de fournir les États clients. Et ces principaux importateurs sont la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, l'Europe et bien sûr les États-Unis. Et entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite a été signé en 1945 et pour une durée de 60 ans le pacte de Quincy. Ce pacte offre aux États-Unis un accès privilégié aux réserves de pétrole saoudiennes en échange de la protection du royaume et de la non-ingérence dans ces questions de politique intérieure. Ce pacte a été renouvelé pour une même durée en 2005. Les États-Unis s'engagent donc à assurer la protection des Saoudiens, mais pas que. Globalement, ils défendent ce qu'on peut appeler un bloc arabe contre l'ennemi symbolique iranien. De ce fait, des bases ou facilités militaires américaines sont installées un peu partout au Moyen-Orient, et plus particulièrement dans la péninsule arabique. On voit que l'Iran est plus ou moins encerclé et que les réserves pétrolières sont plutôt bien défendues. D'ailleurs, les contingents les plus importants se trouvent bien sûr en Afghanistan, mais également sur la côte est de la péninsule arabique. Les Américains et les Saoudiens sont donc des partenaires de longue date.
Depuis que la Coupe du Monde 2022 a été attribuée au Qatar, l'Émirat a fait face à de graves accusations. Corruption, non-respect des droits de l'homme, bref, beaucoup d'accusations. Avec tous ces scandales, les fans de foot sont un peu perplexes. Nos joueurs préférés seront là. Qu'en est-il de nous, les fans? Devons-nous faire le déplacement pour cette Coupe du Monde au Qatar? Et si nous ne pouvons pas, devons-nous la regarder à la télévision? Cette semaine, l'équipe Investigation de My Goal s'intéresse à la Coupe du Monde 2022 au Qatar et s'interroge sur la tenue de ce tournoi. I think Qatar is doing well not just in football, even in these amazing things, no, helping a lot of countries in the Middle East, in Asia. So I'm very proud. I'm very proud to be part of this project. Hôtel de luxe, stades exceptionnels. La Coupe du Monde 2022 au Qatar fait rêver, littéralement. Le Qatar a très bien traité Xavi. La victoire au processus d'attribution au tournoi était dans les règles, pas truquée, rien à dire. Yo creo que es un país muy bueno. Estamos muy a gusto tanto yo como mi familia aquí y realmente estoy agradecido al pueblo catarí de su hospitalidad. Eh bien, si c'est un rêve pour certains, pour d'autres, c'est un cauchemar. From the moment it was awarded the World Cup, one of the first kind of major kind of glaring issues that was highlighted was the very big issue of labour rights. The reality is that the 2022 World Cup will be hosted in a country that treats 80% of its population abysmally as second-class citizens. And that should be of concern to anyone who's interested in the World Cup or anyone who's interested in football more generally. Le Qatar est un vrai paradis pour certains. Voitures de luxe, architecture incroyable et une mer fabuleuse. Sauf que derrière ce décor de rêve, il y a des coulisses. Qatar operates still a form of the kafala system, whereby all migrant workers have to have a single sponsor who essentially has a lot of control over their life. It's nearly 90% really of the population and definitely the private workforce are migrant workers. And so they're all subject to this system, this labour system, which puts them at significant risk. Qatar won the World Cup. Since then, it's brought in hundreds of thousands of workers, primarily from South Asia, to build the stadiums and to build the infrastructure that will make that World Cup possible. It's been the subject of extensive criticism because of the treatment of those migrant workers. Au moins 34 travailleurs sont morts sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde au cours des 6 dernières années. Ce nombre serait plus élevé si nous incluions toutes les autres infrastructures en cours de construction pour accueillir les fans pour le tournoi. The exploitation of a place like Qatar, it's the taxi driver who drives you from the airport, it is the waiter in your hotel. It's not just the workers building the stadium. Lorsque le Qatar a remporté la Coupe du Monde, les défenseurs des droits de l'homme ont tout de suite alerté sur les conditions dans le pays. Le système d'embauche pour les travailleurs étrangers a même été comparé à de l'esclavage moderne. They are subject to severe racial discrimination. They are housed in ghettos outside of Doha, unsanitary places, more like shanty towns than habitable housing in many cases. They are subjected to an extremely abusive labour system that keeps them in conditions that some people have compared to forced labour or slavery. Un an après les faits, Mohammed Ben Salman passe aux aveux. Jusqu'à présent, le prince héritier saoudien était catégorique. Il niait toute responsabilité dans la disparition de Khashoggi. MBS avait même dénoncé une campagne de calomnie à son encontre et il évoquait, ce sont ses mots, une bagarre qui aurait mal tourné. Dans ce nouvel entretien à la chaîne CBS, l'héritier de la dynastie saoudienne n'en démord pas. Il n'a pas commandité le meurtre puis le démembrement de Khashoggi. En revanche, en tant que dirigeant saoudien, il reconnaît sa responsabilité dans ce qu'il qualifie de crime odieux. C'était un crime horrible. Mais j'assume mon entière responsabilité en tant que dirigeant de l'Arabie saoudite, puisque c'est le fait d'individus travaillant pour le gouvernement saoudien. Le 2 octobre 2018, le journaliste Jamal Khashoggi, qui résidait aux États-Unis, a été tué et démembré dans le consulat de son pays à Istanbul. En juin dernier, après 6 mois d'enquête et une centaine d'entretiens menés en Turquie, le lieu du crime, mais aussi à Washington, Paris, Londres, Bruxelles, Berlin et Ottawa, l'ONU a conclu qu'il y avait des éléments de preuve crédibles sur la responsabilité des hauts responsables saoudiens, y compris du prince héritier. Son assassinat est le résultat d'une planification élaborée impliquant une vaste coordination et d'importantes ressources humaines et financières. Il a été supervisé, planifié et approuvé par de hauts fonctionnaires. C'était prémédité.
Un rapport dont les autorités de Riyad se seraient volontiers passées. Surtout ce passage qui fait froid dans le dos. 13 minutes avant que le journaliste assassiné n'entre dans le consulat d'Arabie Saoudite, un proche du prince héritier, un médecin légiste, discutait de la meilleure manière de démembrer le corps de Khashoggi. Depuis les attentats, vous avez peut-être remarqué que le discours change légèrement sur l'Arabie Saoudite. Là, on commence à rentrer un peu dans le détail de ce régime, on commence à savoir que depuis très longtemps, il finance des djihadistes, on commence à savoir que c'est une espèce de monarchie théocratique étrange. Bon, par contre, on dit toujours pas grand-chose sur le Qatar. Il y a le PSG, il y a pas mal de sous, faut faire gaffe. Mais l'Arabie Saoudite, ça commence à émerger, cette critique, très légèrement. Bon, évidemment, tout ce qui se passe habituellement, le business as usual, ça continue. Il y a toujours nos ministres, nos présidents qui sont les VRP des marchands d'armes. Il y a toujours les ventes d'avions et les contrats dont tous les journaux se gargarisent. Ah, et d'ailleurs, est-ce que vous savez qui est le président du groupe parlementaire d'amitié France-Arabie Saoudite ? Eh ben, c'est le fils d'Assaut, Olivier Dassault. Oh putain, non, c'est pas le fils d'Assaut, c'est le petit-fils d'Assaut. Parce que chez Dassault Aviation, on fait tourner depuis longtemps. Il y a le grand-père, le père, le fils, c'est les 7 familles. Il y a tout le monde chez Dassault. Donc vous voyez que par rapport à des titres idiots du monde qui disent « Ouais, chouette, on a vendu des Rafales », maintenant on commence à être un peu plus critique sur l'Arabie Saoudite. Le conflit prend une ampleur plus régionale quand en 2009, l'Arabie Saoudite, pour sécuriser sa frontière sud, lance des frappes aériennes sur les rebelles Houthis dans le nord du Yémen et déplace des troupes sur la frontière. Elle établit également un blocus des côtes du nord Yémen, contrôlé par la rébellion. Et la même année, l'Iran, soutien des Houthis, annonce avoir déployé le long des côtes sud des navires de guerre ainsi que des mini-submersibles. Et mon ressenti, ça veut pas dire que j'empêche qui que ce soit de partir à Dubaï, vraiment. Et si un jour vous partez à Dubaï et que vous envoyez des photos, je vais dire profite, tu vois. Mais il y a une certaine autre réalité qui fait que j'ai toujours été assez mal à l'aise avec Dubaï. Au-delà de cette ville qui s'est construite en l'espace de 30 ans, c'est la situation des ouvriers. Forcément, fabriquer une ville, construire une ville comme ça, la faire sortir de terre alors qu'il y a personne dans la région qui y vit, c'est que tu dois amener des personnes. Des personnes d'où ça? D'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh. Des Philippines aussi, énormément, exactement. Et ce sont des ouvriers. Alors, vous voyez des ouvriers qui travaillent toujours actuellement, puisque c'est une ville qui est tout le temps en pleine expansion, tout le temps en pleine construction, en rénovation, tout ce que tu veux. C'est des ouvriers pas vraiment comme on peut en avoir aux États-Unis, en Europe, ou même dans d'autres pays, puisque on parle carrément d'esclavagisme moderne. Ce sont des personnes, comme je vous ai dit, qui sont invitées. Ils sont invités cordialement pour rejoindre les Émirats, Dubaï. Et généralement c'est intéressant parce que c'est quand même des personnes qui sont aussi au chômage dans leur pays, en Inde. Et il y a aussi beaucoup de Chinois, il y a toute une vague de nouveaux Chinois qui sont arrivés, qui ont été amenés justement pour le travail. Alors on vous donne l'exemple des ouvriers, c'est également dans tout ce qui est les autres domaines, que ce soit dans l'horeca, dans le ménage, des personnes qui travaillent dans les restaurants, tout ce qui est service en quelque sorte. Prostitution. La prostitution aussi, c'est quelque chose qui là-bas est extrêmement développé, il y a tout un réseau, il y a toutes des vidéos de ça, je vous en parlerai peut-être une prochaine fois dans une émission. Ils sont pas tous indiens, je précise, donc voilà. Et parce qu'on me dit ils sont tous indiens, non, il y a beaucoup de Chinois aussi là-dedans, mais en tout cas dans les photos qu'on vous montre, oui. Et en fait, on a une problématique, c'est que vous dites, tant mieux, c'est cool. Ces gens-là sont payés, oui, ils sont rémunérés par mois à hauteur entre 200 et 300 dollars pour travailler des heures incroyables. Alors parce qu'on parle de 8 heures de travail, 2 heures de pause, c'est ce qui est donné en vitrine puisqu'on calcule à des hauteurs de 13-14 heures. Et pourquoi il y a toute une vague de Chinois? Parce que il y a eu des témoignages venant de Dubaï qui disait, big up envoyé spécial, qui disait oui, on prend plus les Chinois parce que les Chinois travaillent plus. Et les Indiens, c'est bien, mais le rendement n'est pas suffisant. On a besoin de gens qui travaillent 13 à 14 heures par jour pour toujours, comme je vous l'ai dit, des bouchées de pain. La pression, elle est énorme chaque jour. Les ouvriers, on peut continuer à vous montrer quelques petites photos, etc. Je peux même vous montrer, avant de parler de ces chiffres qui sont assez interpellants, vous montrer la ville de Dubaï, vous l'avez vu. Ouais. Les hôtels, les grandes maisons, les villas, tout ça c'est très bien, les complexes, etc. Mais ces gens-là vivent à Dubaï aussi, mais pas forcément comme d'habitude, bien sûr pas dans le centre-ville, mais en périphérie, éloignés, où ils vivent dans des blocs, des bâtiments, imaginez pas des blocs très très grands, des blocs qui font une vingtaine, trentaine de mètres de haut maximum, où il y en a beaucoup plus, énormément, et ils vivent entreposés dans des petites chambres, ces ouvriers. Regardez. On vous montre des photos. Voilà comment vivent les ouvriers, les gens, et pas que les ouvriers, je parle vraiment, les ouvriers c'est au sens général, toutes les personnes qui ont des jobs pour faire vivre cette ville, pour que cette ville puisse continuer à subsister.
Thank you.